radio Libre Expression. Paranormal, phénomène inexpliqué, ovni, science et autres réalités. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Roger Robert qui a écrit un livre. Alors, je vous donne le titre « Les sciences revisitées » par Roger Robert. Ce livre est vendu uniquement par Internet. Je vous encourage à l'acheter. Bonjour Roger Robert et merci d'accepter d'être sur Radio Libre Expression. Bonjour David, merci de cette invitation. Je voulais vous poser cette première question. Pourquoi avez-vous écrit ce livre et quel est l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, c'est le modèle atomique. Depuis toujours, j'ai reçu un enseignement que tout le monde reçoit sur le modèle de l'atome, modèle planétaire. J'arrivais à admettre le noyau avec ses électrons qui gravitent autour, mais il y avait un souci, c'était la formation d'une molécule, c'est-à-dire plusieurs atomes liés entre eux. Surtout qu'on sait que toutes ces molécules ont des géométries bien particulières. Alors, si le modèle de l'atome j'arrivais à l'imaginer, c'était cette liaison avec tous ces électrons tournant dans tous les sens qui me posait problème. Alors un jour, j'ai décidé de contrôler une idée que j'avais depuis très longtemps, qui était « et si les électrons étaient statiques ?» Et ce fut la grande découverte, dans le sens où, en mettant des électrons statiques autour d'un noyau, on pouvait expliquer pas mal de choses. Pourquoi ces géométries bien particulières, mais ça ne répondait pas à tout, dans le sens où il y avait beaucoup d'hypothèses admises qui ne pouvaient plus répondre à ce même modèle atomique avec ces électrons immobiles. Alors j'ai dû regarder dans tous les domaines de la science, que ce soit la chimie, l'électricité, le magnétisme, l'optique. J'ai regardé un peu de partout et émis de nouvelles hypothèses et de fil en aiguille, les idées se sont éclaircies et puis ça arrive à faire un livre complet. Premier tome qui sera suivi de 2 autres. C'est une étude qui m'a pris plus de 6 années pour vraiment explorer tout ce modèle atomique et voir toutes les conséquences dans tous ces domaines de la physique. Oui, Roger, j'ai lu votre livre qui est vraiment passionnant, qui a beaucoup d'informations, de précisions sur tout ce qui est dans la science. Ce que je voulais demander, Roger, la physique quantique que vous avez remis en cause, en quoi est-elle différente de votre hypothèse? C'est difficile à argumenter d'un seul coup. En remettant en cause le modèle de l'atome, j'ai vu que toutes les expériences que l'on fait, par exemple au CERN, peuvent être interprétées d'une façon différente. Et tout revient à des images conformes à ce que l'on observe dans le monde macroscopique, dans notre monde du quotidien. Alors que la physique actuellement ne veut plus voir cette similitude. Ils sont partis dans un monde où les mathématiques dominent et ils attendent que les mathématiques prédisent certaines choses et après ils s'efforcent d'observer ces prédictions. Et c'est là que je pense la science s'est totalement trompée, c'est qu'elle est partie dans ce monde des mathématiques en disant le monde microscopique ne se comporte pas comme le monde macroscopique, donc ils émettent beaucoup d'hypothèses qu'ils tentent de vérifier et puis ils partent dans cette conviction. C'est pour ça que la physique quantique, à mon avis, c'est complètement égaré. Elle est partie dans des relations mathématiques qui ne veulent plus rien dire. Ça, j'arrive même à le démontrer dans ce premier livre, en parlant des équations du mouvement,
qui ont été un tout petit peu mal interprétés. Déjà, je cite l'accélération. C'est une grandeur qui fait varier la vitesse dans le temps, alors que lorsqu'on cherche à quantifier l'énergie, on a besoin d'une grandeur qui varie dans l'espace. Et là, on a fait de grosses erreurs parce qu'on ne voulait plus comprendre le sens des grandeurs qui interviennent dans nos relations. Et puis après, par la suite, on a compliqué encore les choses sur des bases fausses. Et c'est comme ça qu'on a construit la physique quantique, qui ne veut absolument rien dire, à mon avis. Et puis ça, je le démontre. On voit les grands spécialistes, entre guillemets, de la physique quantique, ils disent que dans le monde infiniment petit, il y a des particules de lumière qui vibrent, mais évidemment, ça, c'est des hypothèses. Il n'y a aucune preuve, parce que c'est impossible aujourd'hui à prouver cela. Oui, ce sont des hypothèses. Ils partent sur la base d'hypothèses, mais la science, elle compare toujours des hypothèses. Et là, toutes les hypothèses qu'ils ont émises au départ, ils les conservent et ils ne veulent plus les remettre en cause. Et c'est pour ça, pour moi, c'est une dérive intellectuelle, la physique quantique, parce qu'on veut échafauder des équations, des relations qui n'ont plus aucun lien avec notre monde du quotidien, le monde réel. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que quand ils ont élaboré ces hypothèses, il y a des paradoxes. Justement, pour moi, le terme de paradoxe signifie qu'il y a des erreurs, et puis c'est pour ça qu'on parle de paradoxe. Ça veut dire que notre logique intellectuelle est mise à mal par rapport aux prédictions mathématiques, et on continue malgré ça, malgré ces paradoxes, malgré ces erreurs, on continue dans une voie qui nous laisse partir n'importe où. Là, certains physiciens y trouvent quelque chose. Moi, je trouve qu'on s'éloigne de la simplicité de Dame Nature, comme je le démontre dans mon livre. Oui, je comprends. C'est vrai que, bon, c'est pas parce qu'il y a plusieurs paradoxes que toute la théorie est remise en cause, mais il y a des éléments à revoir. Ouais, tout le monde discute dans le même sens, donc il y a beau y avoir des milliers, voire des millions de physiciens qui explorent les théories, mais ils regardent tous dans la même direction, sans parler que tout repose sur des hypothèses de départ, et on ne veut plus les remettre en cause. On ne veut plus voir si elles sont encore valables. Par exemple, la gravitation de Newton. Maintenant, en faisant des observations du cosmos, on se rend compte que cette gravitation est obsolète. Alors, pour ne pas la rejeter, qu'est-ce qu'on fait? On invente la matière noire. Et comme ça, on donne raison à une hypothèse, l'hypothèse d'une force d'attraction entre les masses, émise par Newton à l'époque. Et comme ça, on continue avec des bases qui sont caduques. Ça intéresse la physique quantique ceux qui sont aussi dans des domaines ésotériques ou paranormaux, parce que ça pourrait expliquer certains phénomènes, mais là encore, c'est des hypothèses et il faut être prudent. Et il ne faut pas avoir peur de remettre en question ce qu'on a cru pendant des années. Vous êtes d'accord, Roger, avec ça? Oui, tout à fait. Mais moi, pour l'instant, tout le domaine des sciences que j'explore, que je revisite, ce sont les sciences de la nature. Je sais que l'esprit humain, donc dans les sciences humaines, j'arrive pas à voir le lien entre les sciences de la nature et les sciences humaines ou certaines. Je sais qu'on ne peut pas tout expliquer avec les sciences de notre monde, et que de temps en temps, c'est par exemple l'ésotérisme, là c'est l'esprit humain qui interprète certaines choses, et là il n'y a pas de... moi je trouve pas la réponse, pas dans ma vision de la science. Est-ce que vous, Roger, vous pouvez nous dire que c'est tout à fait possible d'aller bien au-delà
de la vitesse de la lumière, comme on appelle la vitesse supraluminique? Et si oui, expliquez-nous comment. Alors comment, ça je peux pas le dire, je ne le sais pas encore, mais pour moi, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aller au-delà de la vitesse de la lumière. Actuellement, ce qui fait ce frein, ce sont des relations mathématiques, ce sont les transformations de Lorentz appliquées pour la relativité d'Einstein. Donc, il y a eu un lien qui a été fait avec la vitesse de la lumière, et c'est pour ça qu'on dit que c'est impossible. Moi, j'aime bien l'image, à une époque, le mur du son était infranchissable avec nos aéroplanes à hélice. Maintenant, on sait que c'était une utopie à l'époque. Et moi, je dis aujourd'hui, la vitesse de la lumière, c'est la même chose. Un jour, on saura comment se transporter dans l'espace, dans l'éther, parce que avec le modèle de l'atome, comme je le démontre, l'éther, c'est un fluide qui emplit l'espace. On saura se déplacer dans ce milieu à une vitesse supérieure à celle de la lumière, et on dira ce qu'on était bête au XXe siècle. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Roger Robert, parce que c'est illogique de se dire que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur l'inertie de masse? D'abord que la masse, c'est une erreur. La masse, la masse au départ, ça avait été défini par Newton comme étant la quantité de matière. Et cette quantité de matière, elle est là, d'accord, mais on n'aurait jamais dû lui mettre une unité qui est actuellement le kilogramme. Du coup, on s'est trompé dans toutes nos relations. On ne sait plus ce qu'il faut parler, alors qu'on aurait dû parler uniquement de poids, avoir une unité de force, une unité de poids et surtout pas une unité de masse. Et pour marquer la différence, dans le livre, j'explique qu'on aurait dû parler du poids unifié. Parce que une balance à fléau compare des poids, et quelle que soit notre position sur le globe, vu que l'action de la pesanteur varie en latitude, c'est-à-dire qu'elle est plus intense au pôle qu'à l'équateur, on aurait dû parler du poids unifié, donc un poids que tout le monde aurait pris la même référence, et le poids effectif, la valeur calculée en fonction du lieu où on se situe. L'inertie, dans ce cas-là, c'est en relation avec le poids et la quantité de matière. Puis il faut encore en plus aller beaucoup plus loin, parce que à la fin du livre, je parle de la théorie de l'effectivité, qui veut dire que la force d'inertie d'un objet n'est pas fonction de sa masse, mais fonction de son poids local. Donc si on est dans un lieu où il y a très peu de poids, déjà sur le sol lunaire, on a un poids qui est divisé par 6. Donc l'inertie n'est pas fonction de l'accélération ni même de l'activation du mouvement, mais il y a ce coefficient 6 qui rentre en ligne de compte. Vous donnez un exemple, Roger Robert, sur un ballon de basket qui rebondit sur un parquet ou qui rebondit sur le béton. Vous démontrez que quand il rebondit sur le parquet, il rebondit plus haut. Et pourquoi donc? Parce qu'en principe, on dirait dans la logique que le béton il est plus dur et que le ballon il va rebondir bien plus haut que le parquet. Dans le cas du ballon de basket, oui, il rebondit plus haut sur un parquet, et ça sera l'inverse avec une balle de ping-pong qui rebondira plus haut sur le béton que sur le parquet. Et tout ça, c'est en fonction des oscillations de la matière. Je le développe pas entièrement parce que dans le deuxième tome, je fais intervenir toutes les oscillations, tous les mouvements oscillatoires, et c'est là que je complète cette explication. Là, dans ce premier tome, je dis quelque chose qui est observé. Le ballon de basket rebondit mieux sur un parquet, ça c'est observé. Donc je ne m'éloigne jamais des observations que l'on peut faire.
Bien au contraire, je les utilise pour expliquer comment les interpréter. On doit rester dans la logique. Il y a toujours cette expérience soi-disant de Galilée qui aurait laissé tomber un objet lourd et puis un objet plus léger de la tour de Pise. Et il aurait démontré que les deux objets touchaient le sol en même temps. Alors que c'est faux, ça c'est la légende. Et si on fait cette expérience dans les conditions ambiantes, c'est-à-dire avec de l'air, un objet plus léger tombera légèrement moins vite. Pour vérifier la théorie, il faut être dans le vide, du moins dans l'éther. Et là, ce sont la théorie dit que les objets accélèrent de la même façon. Je mets accélérer entre guillemets parce que c'est pas le terme approprié. Mais nos sens veulent bien voir, par exemple, une boule de pétanque touchera le sol avant une bulle de savon, par exemple, de la même taille. Et là, c'est la logique, c'est notre observation du quotidien. Et la théorie voudrait que deux objets, quel que soit leur poids, touchent le sol en même temps, s'ils sont lâchés au même instant. Il y a une explication qui doit être possible et simple pour expliquer pourquoi on est pris en défaut. Si c'est, par exemple, expliquer un mirage, maintenant on sait l'expliquer. Donc, c'est pas vraiment prendre en défaut par rapport à Mère Nature, c'est plutôt expliquer un comportement naturel qui nous laisse une mauvaise impression ou une impression fausse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de la gravitation ? Dans mon livre, justement, en partant du modèle de l'atome, avec les électrons statiques, il fallait comprendre comment ces électrons pouvaient être immobiles autour d'un noyau. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il a fallu que je regarde au niveau de l'électricité, de l'optique. Et je me suis rendu compte qu'une charge électrique qu'on attribue actuellement au proton et à l'électron n'explique pas cette tenue des particules ensemble. Sinon, on aurait la matière, du moins, l'électricité ne passerait pas au travers de la matière. Parce que les électrons se repoussent mutuellement vu qu'ils ont la même charge électrique. Donc, en développant toutes ces idées, en reconsidérant toutes les hypothèses, je suis arrivé à voir que l'électron forme une bulle protectrice autour de lui, et l'électron véhicule la lumière et l'électricité, que je qualifie d'énergie libre, d'énergie vive. Et ces électrons, ils échangent ces rayons lumineux de proche en proche, d'électron à électron. Et vu qu'on voit des étoiles lointaines dans la nuit, il faut qu'il y ait des électrons entre ces étoiles et nous. Et tous ces électrons formeraient un milieu que depuis la plus haute antiquité, les savants appellent l'éther. On a eu souvent besoin d'éther pour expliquer certains phénomènes, jusqu'à ce que Einstein déclare « on n'a pas besoin d'un tel concept en physique ». Et depuis, on l'a complètement sorti de notre vision pour expliquer les choses, alors que même Einstein avait dit « ah, ce serait mieux de le reconsidérer ». Mais les relations mathématiques n'ont plus besoin de ce concept d'éther, alors on l'a rejeté. Alors que cet éther explique pourquoi il est à une pression très faible, la pression de l'espace est très faible. Et pour maintenir un astre formé sous forme d'une boule, avec un noyau astral, un noyau au centre qui génère de la matière, il faut qu'il y ait une progression de la pression d'éther, et cette pression d'éther, c'est ce qui génère la pesanteur, et ça c'est contre la gravitation, dans le sens où cette force
vient plutôt de l'extérieur, alors que la gravitation venait de l'intérieur, dans le sens où les masses attiraient d'autres masses, si je veux faire simple. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Roger Robert, que dans certains gouvernements, il y a des recherches qui vont au-delà du nucléaire, c'est-à-dire qu'ils ont des armes qui sont plus destructrices que le nucléaire? Est-ce que c'est possible? Je pense pas. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y aurait un ordre suprême peut-être qui a une intelligence au-dessus tout le monde scientifique. Et là, je suis convaincu que c'est faux. Par exemple, les militaires ont parlé longtemps d'une bombe à neutrons qui pouvait tuer les gens sans détruire les bâtiments, alors que c'est une supercherie. Parce que si on regarde celle des Américains, elle aurait dû fonctionner avec de l'antimatière. L'antimatière qui a été soi-disant observée il y a très peu de temps au CERN, alors que le CERN en produisait depuis des décennies déjà. Je pense que le monde de la physique des particules est dans le mensonge le plus total, parce qu'ils ont besoin de subventions. Ils doivent annoncer des découvertes pour que le monde, du moins tous ceux qui payent leurs impôts et qui subventionnent ces recherches, aient l'impression que ça sert à quelque chose. Tout à l'heure, vous me parliez du neutrino qui aurait dépassé la vitesse de la lumière. Mais là encore, c'est une particule hypothétique. Et même dans leur expérience entre Genève et puis l'Italie, il faut savoir que dans la station Opéra, où ils enregistrent l'arrivée des neutrinos, s'il y avait eu... ils doivent développer des papiers photosensibles. Donc comment peuvent-ils mesurer le temps de vol prétendu de ces neutrinos, surtout que ça passe à travers tout? Non, moi je suis convaincu, ils nous racontent que des mensonges et puis on les croit parce que on veut faire confiance à ce monde d'intelligents, mais en fait ce sont que des supercheries. On nous parle également qu'on découvre des exoplanètes. Ce sont que de mauvaises interprétations de choses fausses. Ils nous disent celle-ci elle peut correspondre à la masse de la Terre, elle peut avoir telle condition. C'est totalement faux. Pour connaître les conditions d'une planète à distance, on doit observer un satellite naturel autour de cet objet. Je pense que même à tout jamais, on ne pourra jamais observer une planète à 20 années-lumière d'ici. On raconte des conneries et puis tout le monde gobe ça pour dire peut-être qu'un jour on pourra aller là-bas. Ça fait rêver, alors que ce sont d'affreux mensonges. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans les expériences du CERN, il peut avoir des catastrophes comme la création de trous noirs qui pourraient engloutir la Terre? Est-ce que c'est possible? Non, pas du tout. Non, parce que un trou noir, c'est une idée suite à la gravitation. Et comme je démontre que la gravitation est fausse, que si on prend un gros tas de protons, on va créer quoi? Le noyau d'un astre. Et ce noyau va générer de la matière. C'est pour ça que à la fin du livre, je parle de la théorie de l'expansion terrestre. C'est-à-dire que il y a 200 millions d'années, notre planète était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui. Et c'est son noyau astral, en se désagrégeant, qui forme de la matière, et du coup, notre globe grandit, cette matière génère des solides, des liquides et des gaz. Donc il n'y avait pas... l'eau est venue petit à petit, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas besoin d'imaginer une pluie de météorites ou quoi que ce soit. Non, tout se crée sur un astre.
nous dit qu'ils peuvent savoir exactement la température au degré près, 40 degrés d'une exoplanète à 20 années-lumière de nous, et ils ne sont pas capables de prédire un tremblement de terre, par exemple, chez nous. Et on voit que les animaux, eux, au moins, ils ont des choses qu'on n'a pas parce qu'ils arrivent à ressentir et s'échapper. Et c'est pour ça que la science aujourd'hui, elle n'est pas vraiment évoluée. Une question, Roger Robert, les atomes, est-ce qu'on peut penser, c'est une hypothèse, que les atomes seraient vivants, pourraient communiquer les uns avec les autres et pourquoi pas avec nous aussi? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un jour prouvé? Alors, ça c'est au niveau de l'atome, moi j'explique les vibrations de l'atome. Ces vibrations, on les perçoit avec nos sens. Ce sont, ça peut être la lumière qu'il émet, mais c'est également le goût et les odeurs de ces atomes. À côté de ça, je sais qu'un groupement d'atomes, lorsqu'ils forment une molécule, il y a quelque chose qui vient autour de tout ça, que je ne peux pas expliquer, et c'est là que je dis, mon modèle est très bien pour expliquer les 80% de notre science de la nature, mais il ne peut pas aller au-delà dans le sens où on n'a pas le sens développé pour savoir ce qu'il faudrait chercher. Les animaux ont ce sens, certains animaux ont ce sens, donc eux pourraient dire oui, vous devriez chercher dans ce sens-là, mais pour l'instant moi je ne sais pas, et je sais que ce sera un travail futur, c'est d'essayer de comprendre lorsque la vie apparaît autour d'un groupement d'atomes, quelle est cette forme d'énergie ou je ne sais pas quoi qui pourrait expliquer certains phénomènes que certains perçoivent, des animaux, des personnes, et puis pas tout le monde. Par exemple, on pourrait dire que si l'atome, ou tout ce qui est le plus infiniment petit, vit aussi, a une conscience, peut communiquer, pourrait, lui, avec sa pensée, communiquer donc avec ces atomes, faire déplacer un stylo, par exemple, tout seul, parce que il y aurait une entre ces choses-là. Il y aurait, donc, c'est une hypothèse. Il y a certainement des choses qui pourront peut-être un jour être expliquées. Moi, je ne peux pas les expliquer, mais c'est pas pour autant que je dis que c'est impossible. Je dis le modèle atomique comme je le présente, le modèle de l'atome à électron statique, explique beaucoup de choses, mais il n'explique pas tout. Et au lieu de dire que tous les autres ce sont des charlatans ou des pseudo-scientifiques ou que sais-je encore, toutes les insultes que le monde scientifique s'est donné à tous ceux qui ne veulent pas réfléchir dans leur sens de pensée unique. Oui, d'être des électrons libres, comme on les appelle aussi. Ouais, ils n'aiment pas ceux qui ne prêchent pas pour leur paroisse, qui ne parlent pas de la façon dogmatique qu'ils ont de nous enseigner la science. Maintenant, on a une seule vision, c'est celle qu'on veut nous imposer. Roger, alors je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie ou plusieurs vies intelligentes dans notre univers ou dans d'autres dimensions? Alors, au niveau d'autres dimensions, pour moi, il n'y a pas d'autres dimensions. Il y a 3 dimensions spatiales. On vit dans ce monde, dans cet univers en 3 dimensions. Bien sûr, un univers immobile, infini, donc qui n'a jamais été en expansion ou quoi que ce soit. Il n'a pas de début, pas de fin. Il n'y a pas la théorie du Big Bang, c'est une stupidité sans nom. Mais bon, pour revenir à votre question, qui est est-ce que la vie peut être ailleurs, là je suis catégorique. Je dis oui, la vie apparaît de partout. Maintenant, est-ce qu'elle va se développer pour devenir une forme d'intelligence comme nous le connaissons? Est-ce que nous sommes intelligents? Ça, c'est une grosse question que je me pose de temps en temps. Oui, c'est vrai. Mais là, je suis totalement convaincu. Toutes les planètes, même sur le sol lunaire, il y a la vie, plus en surface, mais en profondeur. Sur toutes les planètes, il y a différentes formes de vie. Dans notre système solaire,
peut-être qu'il y a des créatures intelligentes. Peut-être. Certainement que si elles sont intelligentes pour se déplacer dans l'espace, elles peuvent très bien être venues nous voir et ne pas vouloir prendre contact avec nous parce qu'elles nous observent. Comme nous, maintenant, nous observons une certaine forme de nature. On va plus donner un coup de pied dans une fourmilière pour voir comment se vit la fourmilière. On sait qu'il faut respecter certaines choses au niveau de la nature. Donc s'il y a des êtres, des entités intelligentes, certainement qu'elles viendront nous voir et puis elles observeront l'évolution de notre intelligence. Voir le jour où on se tapera plus dessus, on s'exterminera plus pour vivre ensemble dans une même direction. On a commis suffisamment d'erreurs. Quand on est allé voir les Indiens, on leur a apporté les armes pour qu'ils, au lieu de se tuer avec des flèches, qu'ils tuent avec des armes à feu. Actuellement, on n'est pas prêt à rencontrer d'autres intelligences. Et puis surtout, il ne faudrait pas leur faire don d'une certaine technologie qui serait toujours mal utilisée. Exactement. Roger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sciences revisitées, donc ce que vous avez écrit dans votre livre, par rapport à la science aujourd'hui en 2012? Je peux dire que j'ai fait un travail de réflexion parfaitement scientifique, parce que j'ai toujours confronté différentes hypothèses face à toutes les observations que nous avons à disposition. Ce ne sont pas des expériences que j'ai fait dans mon bureau ou dans un laboratoire. Non, on a une foule d'expériences avec tous les résultats, toutes les observations à disposition, que ce soit sur Internet ou dans des livres. Donc, mais ce que j'ai fait, c'est de réinterpréter en fonction de nouvelles hypothèses. Et tout ce que je développe dans le livre va très loin, parce qu'il remet une certaine logique et surtout une certaine simplicité. Donc, pour moi, ce que j'ai mis comme hypothèse, comme théorie, je les trouve vraiment solides. Et actuellement, le monde scientifique, ceux qui interviennent sur différents forums, sur mon blog ou même sur Facebook, ils refusent de lire catégoriquement ce que j'écris, ils refusent de voir des vidéos ou même d'entendre cette émission, mais ils me critiquent, et ils me critiquent assez sauvagement. Là, j'ai été stupéfait la première fois où j'ai envoyé des mails à des professeurs, à des universitaires, à des personnes de l'Académie des sciences, à notre intelligence au niveau des sciences en France, en Belgique, en Suisse. J'ai été surpris de recevoir des insultes. C'est facile avec Internet d'insulter les personnes, de dire n'importe quoi. Souvent, c'est sous couvert de l'anonymat, parce qu'on est sous un blog, personne ne sait qui est derrière ce pseudo. Donc, on insulte les gens alors qu'on ne sait pas ce qu'ils racontent. Et tous ceux qui ont fait la démarche d'accepter mon livre ou de commencer à le lire, s'ils m'insultaient au départ, maintenant je ne les entends plus. Ils sont aux abonnés absents, ils n'ont plus d'arguments pour me critiquer. Alors oui, je suis en colère actuellement contre un monde scientifique qui veut imposer une pensée unique, une réflexion qui devient dogmatique. Exactement comme ça se produisait, brûler Giordano Bruno parce qu'il avait des idées qui n'étaient pas conformes à celles des Saintes Écritures. On est de nouveau au même stade. Si on critique le CERN, il sert absolument à rien, il sert à faire des dépenses. Le CERN, la seule invention qu'il ait faite, c'est le protocole Internet. Et ça, je regrette, ce n'est pas le rôle d'un physicien de sortir un protocole Internet. On est en train de faire un projet ITER en France, sur le site de Cadarache, alors que dans
d'autres universités, on a déjà fait des petits ITER, ce sont des tokamaks, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne produira pas plus d'énergie que ça n'en consomme. Donc on est en train de dépenser des milliards uniquement pour faire plaisir à l'élite des scientifiques, les physiciens, alors qu'ils sont à côté de leur plaque. Et s'ils avaient la grandeur d'esprit d'un scientifique, c'est-à-dire de lire ce que je raconte, de m'écouter, de m'entendre, là, ils montreraient une certaine grandeur. Alors qu'actuellement, ils sont tous assez minables de m'insulter alors qu'ils ne veulent absolument rien lire. Je comprends votre colère, Roger Robert, parce que c'est vrai qu'avant de, comme vous dites, d'insulter ou autre, il vaut mieux vérifier déjà. Mais oui, il n'y a aucun domaine, un critique littéraire, il ne peut pas se permettre de critiquer un livre s'il ne l'a pas lu. Les scientifiques, eux, peuvent critiquer tous ceux qui parlent autrement qu'eux. Il y a beaucoup d'idées qui sont mises sous silence uniquement parce qu'ils ne veulent pas les entendre. Se mettre d'accord entre eux pour se dire on s'est trompé, ça peut prendre des années, voire des décennies. On a vu que Einstein, pendant 30 ans, il s'est trompé, et peut-être qu'il le savait, mais comme il avait un ego quand même assez important, parce qu'on l'a mis sur un piédestal, on a dit que c'était l'homme le plus intelligent du monde, parce qu'il était intelligent dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. On voit que son collègue, lui, avait compris 30 ans avant certains principes qui ont été prouvés et qui sont valables encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que la science n'est pas infaillible. Quand on dit c'est une vérité scientifique, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est vrai. C'est ça, Roger? C'est une vérité d'une certaine époque. Voilà. Par exemple, à une époque, on était dans un modèle géocentrique parce que ça plaisait à certaines religions. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il fallait passer au modèle héliocentrique. Donc, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et on s'est rendu compte par la suite que c'était une meilleure théorie, ce modèle héliocentrique, parce que on a pu trouver les lois de Kepler, alors que sur le modèle géocentrique, donc la Terre au niveau au centre de l'univers, là on ne pouvait rien trouver. Donc c'était des vérités qui étaient valables à une certaine époque, tout comme actuellement. Les théories du modèle, les théories quantiques, où il n'y a plus rien qui est palpable, tout est mathématique, tout est un électron n'est ni onde, ni corpuscule, il devient un nuage de probabilité, donc une notion mathématique. Ce sont des vérités actuelles jusqu'au jour où ils se diront oui, il faut regarder ce que raconte M. Robert dans les sciences revisitées et puis essayer de comparer avec ce que l'on raconte actuellement pour voir qu'ils sont dans l'erreur. On voit dans l'histoire de l'archéologie depuis des décennies, quand il y a eu des sites donc en Palestine, des sites sur la Bible, ceux qui faisaient l'archéologie, quand ils avaient des convictions chrétiennes ou hébraïques, ils n'allaient pas contre les écrits, malgré que, quand ils faisaient les datations carbone 14, ils voyaient bien qu'il y avait des incohérences. Et donc la science, c'est ça aussi. Par contre, il y avait un monsieur qui est toujours directeur de l'archéologie en Israël. Je tire mon chapeau parce qu'il a eu le courage, Finkelstein, je crois qu'il s'appelle, très connu, il a écrit le livre La Bible dévoilée, et lui il s'est mis à dos donc tous les ultra-orthodoxes et tous les chrétiens, ils étaient contre lui parce que cet archéologue éminent a eu le courage d'être objectif et de pas donc aller en comment dirais-je, faire plaisir aux écrits ou aux religieux, mais c'est ça aussi la science, c'est être vrai, et s'il y a une erreur, il faut accepter cette erreur. On est d'accord, Roger? Oui, moi je fais jamais le lien entre des vieux écrits et puis la science. La science,
la science de la nature s'explique par des lois et elle ne doit pas se référer à des écrits, à des choses qui... Pour moi, la religion, ça fait partie des sciences humaines et ça ne fait pas partie des sciences de la nature. Donc, et moi, je me reconnais dans aucune religion, donc pour moi, je la mets toujours de côté. Et là, je vois très bien que la science, même la science au niveau des sciences naturelles, s'est trompée, se trompe. Et c'est dommage parce que on interprète beaucoup de choses sur des bases qui sont très vieilles et qui sont malheureusement fausses. Merci beaucoup Roger Robert d'avoir accepté de parler de votre livre donc sur Radio Libre Expression. C'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Je vous en prie et j'étais ravi d'apprendre beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup Roger et on fera évidemment d'autres émissions. Je vous remercie. Bonne journée. Pareillement, au revoir David. Merci. Au revoir Roger. Aux auditeurs. Merci. Au revoir.